Les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir comme tous les jours dans quelques instants. Vous êtes né en Amérique, mais c'est un peu grâce à la France que votre nom a véritablement commencé à grandir. Vous avez paradoxalement écrit des romans sur la guerre froide dans un univers de paix entouré de la seule véritable chaleur humaine, celle de votre famille. Vous publiez aujourd'hui un roman qui, en dépit du jeu d'échecs présent sur la couverture, a toutes les chances de devenir, comme les précédents, un grand succès. Bonjour Robert Little. Bonjour. Alors Robert Little, vous êtes un grand auteur américain, vous vivez en France, en Normandie, et vous publiez ce livre Koba chez Baker Street, dont on va reparler, qui est un roman de plus à ajouter à votre actif, à tous vos succès. Mais le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, c'est de vous raconter et de raconter votre carrière à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 5 juin 1967. C'est le début de la guerre des 6 jours. Ah, oui. J'étais un journaliste à Newsweek, à New York. Oui. Et je me souviens très bien de la date, comme tout le monde, parce que j'étais un groupe de journalistes qui a écrit les histoires pour Newsweek sur la guerre. Donc, je me souviens très bien de l'épisode et la suite de l'épisode. Parce qu'au départ, vous partez donc faire des articles et vous êtes remarqué pour vos articles, Robert Little. Je ne sais pas si j'ai été remarqué de tout, mais j'ai écrit des articles et après ça, avec deux de mes amis à Newsweek, on a eu l'idée d'écrire un livre sur le sujet et le livre est tellement mauvais que je le liste jamais dans mes œuvres, oui. de pages qui listent toutes mes œuvres. J'ai un peu honte de cet livre, donc je ne vais même pas dire le nom sur le microphone. Honte? Parce que c'était utilisé après ça par l'extrême droite israélienne pour justifier beaucoup de choses sur lesquelles je suis contre. Ça veut dire l'occupation qui finit pas de Cisjordanie et le manque sur le côté israélien de prendre le risque, et évidemment c'est un risque, de prendre le risque de créer un État palestinien. Et ce livre, j'ai tellement honte de ce livre que je ne donne pas le nom. On ne le citera pas. Mais il faut savoir quand même que ces articles ont été remarqués par les lecteurs de Newsweek, grand magazine américain, car Newsweek existe, je crois, depuis 1856. Oh, bien avant ça, Newsweek a été fondé dans les années 30, non? En 1933, il y a la première édition de Newsweek, voilà. et 3 millions d'exemplaires, 4 millions d'exemplaires pendant des années. Oui, et il s'appelait Newsweek, en 2 mots. En 2 mots. Il y a plusieurs types de couvertures, avec à chaque fois des événements importants. On voit aussi bien Hitler que De Gaulle. Ah oui, vous êtes bien informé, oui. Ce sont les grands événements. Et donc, ces articles sont remarqués pour leur précision. Et je ne sais pas si vous le savez, Robert Little, en France, il y a un grand écrivain qui, lui, a été le premier journaliste français à aller à faire le reportage pour France Soir sur la guerre des 6 jours. C'est Joseph Kessel. Car il est arrivé avant tout le monde, car il était très lié à Israël. Il avait eu en 48 le premier visa, le visa numéro 1, pour l'entrée en Israël quand il avait fait un reportage. Oh. Moi, je suis allé tout de suite après la guerre, un mois après la guerre, et je me souviens que j'étais à Jérusalem et j'ai arrêté un taxi et il m'a dit vous voulez aller où? Et j'ai dit Gaza. Et il était étonné et j'ai loué un taxi avec l'argent de Newsweek évidemment et j'ai fait le aller-retour jusqu'à le canal oui. et Gaza. Dans cette Mercedes, le chauffeur était très content de faire ça aussi. Et après ça, tout de suite après ça, je suis monté sur le Golan. Et je me souviens de mes aventures après-guerre. C'était très intéressant. Et il y avait un côté triste, très triste, parce qu'on a vu le résidu de la guerre dans le Sinaï et sur le Golan, les chars détruits, etc., etc. On a vu la guerre. Alors, vos grands-parents, justement, ont fui les pogroms. Ils ne s'appelaient pas Little au départ, ils s'appelaient Litsky. Exactement, oui. Mon père, ça s'appelle
Les grands-parents venaient d'un endroit qui est maintenant en Biélorussie. Oui. Juste à côté de la frontière de Lituanie. Et il s'appelle Lida. Et quand on arrive à Ellis Island, et il demande le nom, il dit Lit ou Lid, L-I-D ou L-I-T. Et les gens qui écrivaient les noms peut-être entendaient très mal. Et au lieu de dire Lid, les gens de Lidski, S-K-Y, ça veut dire ils viennent de là. Il dit Litsky. Et mon père et ses frères mon père était Léon Litsky. Et en 1919, il a changé son nom et celui de ses frères à Littel. Et vous savez qu'on a été obligé de donner une raison légale à le juge. Et mon père, la raison qu'il a donnée, et j'ai le papier que mon père m'a donné un jour, la raison que mon père a donné à le juge, c'est parce qu'il était le cible de beaucoup de plaisanteries à cause et sarcasme à cause de la similarité entre son nom, qui était Léon Litsky, et celui d'un menchevique qui était à New York, qui s'appelle Léon Trotsky. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait que Trotsky était un menchevique avant qu'il est devenu bolchevique. C'est assez étonnant. Alors, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, au 19e siècle, lorsqu'on descendait d'un bateau, on vous faisait changer votre nom immédiatement pour qu'il ait une consonance anglaise au moment de l'immigration massive. Et il y a comme ça un garçon qui voulait s'appeler Rockefeller, mais comme il a mal prononcé son nom, il avait oublié son nom en descendant, on l'a appelé John Ferguson et il est devenu ensuite Rockefeller. Mais c'était une obligation tout de suite lorsqu'on arrivait aux États-Unis. Alors, au départ, le journalisme, pourquoi, Robert Little? Parce que vous étiez dans l'armée au départ. Non, marine, c'est différent. Oui, oui. Ah. J'ai été sur un bateau de guerre pour 4 années, presque 4 années. Et mon bateau de guerre était juste à côté de Suez pour la guerre de 56, que je regardais avec mes jumelles. Mais après ça, je suis revenu à l'université pour étudier littérature anglaise. Et à un certain moment, j'avais marre de littérature et j'ai voulu faire quelque chose plus concret, plus intéressant. Et j'ai pris un job dans un petit journal en New Jersey qui s'appelle le Long Branch Daily Record. Et j'étais le bureau chief d'un de ces petits bureaux. Et la raison pour laquelle j'étais le bureau chief, c'était parce que j'étais les seuls dans le bureau. Ouais, c'est une bonne raison. Alors, vous êtes devenu journaliste et un de vos premiers reportages, c'était en Russie, en 64. Vous avez parcouru la Russie qui, à l'époque, est célèbre en France pour une chanson. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid Au moment où dimanche. vous partez en Russie, il y a un avion spécial qui est affrété avec le Tout Paris pour le lancement de Beko de Nathalie en Russie, Wow. avec le café Pouchkine. Wow! Et vous avez fait la Russie pendant des mois et des mois avec votre femme, je crois, Robert. J'avais peut-être le premier, une des premières visas pour entrer en voiture. Et j'ai acheté un petit Carnegie à Paris. Et j'ai fait Paris, Leningrad, et après Moscou et Brest-Litovsk. Et après, on a fait tous les pays de l'Europe de l'Est. Sauf Albanie, où j'arrivais pas d'avoir un visa d'entrer en Albanie. Donc, c'est le seul pays communiste à l'époque que j'ai pas mis mes pieds. Mais le voyage a duré 9 mois. Et quand je suis rentré à New York, j'ai repris mon job. J'ai été à Newsweek avant et j'ai repris mon job à Newsweek après parce que comme j'ai passé par la Union soviétique et tout ça, ils ont fait la grosse erreur de penser que j'étais un expert sur le sujet. Oui. Et j'ai continué mon journalisme comme ça. Et il y a une chose étonnante, c'est qu'à la frontière russe, on vous a offert une rose, je crois. Comment vous connaissez toutes ces histoires? C'est absolument vrai. On a traversé en venant de Finlande. Oui. Et il n'y avait pas un poste de frontière, juste une petite barrière comme on trouve sur le chemin de fer en France, avec un soldat. Oui. Et lui, il téléphonait le KGB qui était 10-15 minutes de loin, qui arrivait dans un jeep. Mais entre-temps,
il descendait dans le petit champ et il cherchait des petites fleurs et il donnait des fleurs à ma femme et il a dit en anglais « First Russian flower », la première fleur de la Russie. Et c'est comme ça que je suis entré en 1964 la Russie. En Russie. Oui. Il s'est passé bien d'autres choses ensuite. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 8 janvier 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Robert Little. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Robert Little. Il y a ce livre Koba dont on parlera tout à l'heure, votre nouveau roman. Mais il y a eu d'autres livres avant et le 8 janvier 73, c'est une date clé pour vous, je crois, en France, Robert Little. Oui, c'est étonnant encore une date que vous sortez là. J'ai quitté Newsweek en 70. C'était le 18 septembre, je me souviens bien de la date. Je suis arrivé en France le 18 septembre 70. Et pourquoi venir en France? Avec l'idée d'essayer d'écrire des romans. J'avais marre de journalisme après toutes ces années. J'avais l'impression que c'était inutile, c'était de faire un journalisme comme ça parce que j'avais plus d'ambition de ça. Et j'ai fixé, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs, j'ai fixé ma tête sur l'idée d'essayer d'écrire des romans. Alors, pour un an, j'avais assez d'argent pour un an. J'avais 2 enfants et une petite maison au sud de France. Et j'ai écrit mon premier roman qui, éventuellement, avait le nom La Boucle. Et j'ai envoyé ça à mon agent littéraire à New York et il m'a viré. Après ça, j'ai envoyé à un cousin qui était le patron d'une maison d'édition à New York, un cousin avec qui j'étais très proche. Il a lu le manuscrit et il m'a suggéré que je revienne à New York et reprendre mon journalisme. Et mon absolue dernière chose à faire, c'est de donner à un voisin qui s'appelle Ben Barsman. Vous connaissez le nom Ben Barsman? Oui, mais je connais surtout la personne qui a lu votre manuscrit dont on va entendre la voix, Robert Un Little. être cher, sans doute. Non, mais vous comprenez, je n'ai plus de famille. Alors, quand il y a un crime... Marcel Duhamel. Qui m'intéressante, Oui, bien entendu. car c'est lui la clé de votre succès. C'est Ben Barsman qui a lu le livre et qui a mis ça dans les mains d'un de ses voisins qui était Marcel Duhamel. Et dans quelques jours, j'ai eu un coup de téléphone qui a changé ma vie. C'était le grand Marcel Duhamel qui a acheté mon premier livre et il dit qu'il va le publier en France. Et c'était ça le début de ce qu'on a, si j'ose parler ça, une carrière. Et je suis ici avec vous avec le 20e roman, mais ça, c'était le premier. Alors, il faut savoir que Marcel Duhamel dirige une collection très célèbre, La Série Noire, et qu'il a publié ce livre dans La Série Noire. Et savez-vous qui a trouvé le titre de La Série Noire? C'est Jacques Prévert qui habitait avec lui. Et quand Marcel Duhamel a lancé la collection de romans américains qu'il voulait publier en France, le titre, c'est Prévert qui lui a suggéré. Non, je ne savais pas ça. Voilà. Et ce livre a été un immense succès. Il était, oui, c'était de la chance. C'était publié un épisode en l'Express. Oui. Et après ça, j'ai eu un agent littéraire américain. Et après ça, j'ai eu les ventes en 12 ou 15 pays avec le livre. Et un très, très bon succès en France. Alors, l'histoire de La Boucle, pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est l'histoire d'un Américain qui passe chez les Russes en pleine guerre froide et qui sème la panique chez les services secrets. Oui, il sème la panique. Il est un transfuge, mais le thème de le livre, c'est on ne sait pas ce qu'il a dans sa tête. Est-ce que c'est vraiment les secrets d'État ou est-ce que les secrets... comment ramasser les poubelles dans une façon très moderne pour changer les villes de la Russie. On ne sait pas ce qu'il a dans sa tête. C'est un mystère. Alors, si vous avez publié ce livre, vous êtes un pionnier parce que des livres d'espionnage sur la guerre froide, il y en a eu d'autres. Vous avez été le premier, Robert Little, passionné par ce sujet. Tout le monde, tous mes éditeurs, étaient très contents d'appeler ces livres le livre d'espionnage. Mais comme La Boucle, que vous donnez une description là,
de cette livre. Pour moi, c'était jamais les livres d'espionnage, c'était les livres de la guerre froide. Parce que quand j'étais à Newsweek, j'ai écrit beaucoup sur la guerre froide et j'étais un passionné de guerre froide dans le sens à quel point c'était ridicule. Tous les deux grandes superpuissances qui dépensent les énormes, vastes fortunes pour construire les missiles et 50 ans après, on dépense une vaste fortune pour détruire les mêmes missiles. Je crois que le monde a passé par une période ridicule. Et d'ailleurs, vous avez eu un exemple de ça lorsque vous étiez dans les Marines, quand il y a eu une fausse alerte, une alerte rouge. Ça, c'est un souvenir fabuleux aussi. Là, vous me tenez totalement. Oui, mon bateau était à Norfolk, Virginia. C'était un dimanche. Tout le monde, sauf les gens qui n'étaient pas mariés, étaient sur le bateau. Mais tout le monde était... le capitaine était absent. Et sur un des radios, une fréquence de radio que les Américains gardent toujours ouverte depuis Pearl Harbor, on a entendu un message qui avait 500 bombardiers russes qui étaient 500 000 dans l'Atlantique et la moitié était en train d'aller vers Washington et la deuxième moitié en train de venir à Norfolk vers nous. Et ils ont pris nos bateaux comme ça. On a été jetés dans la mer en vitesse avec une équipe qui était à peu près un quart de la vraie équipe. Et je me souviens qu'on avait un lieutenant qui s'appelle Monsieur Scudder. Je me souviens de son nom même. On a mis nos casques, on a mis l'ammunition devant les canons pour tirer à les avions qui n'existaient pas. C'était faux. Et M. Scudder m'a dit, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, et j'ai cru. En fait, c'était une répétition. Et c'était une alarme pour tester à quel point les bateaux étaient prêts et tout ça, oui. Ouais. Alors, vous avez aussi beaucoup voyagé pour la presse et pour vos livres. Et il y a un pays que vous avez été l'un des premiers aussi à arpenter, c'est le Mexique. Vous avez trouvé des tribus qui vous ont passionné aussi, Robert Little. Les tribus Apaches ou les tribus... C'était pas en Mexique, c'était un Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, oui. Oui, c'est en Amérique. Oui, en Amérique. Et ça, il y a eu les Chicanos, ça aussi un reportage. Il y a eu plein de choses. Ça vous passionnait aussi parce que pour faire vos livres et pour faire vos reportages, la documentation était essentielle et le voyage était essentiel. Oui, je suis allé à Santa Fe, New Mexico, et j'ai passé avec ma femme 3 mois là, et j'ai tombé sur l'histoire de les Apaches. Et j'étais tellement ému par l'histoire. Les Apaches sont très différents des autres tribus parce qu'il n'y a pas un leader. C'est une communauté de savants qui décident pour le tribu quoi faire. Et on a assisté à ce qu'on appelle un sweat. Je ne connais pas le mot en français. On a un tipi où ils chauffent tellement et tout le monde est dedans. C'est noir, on ne voit rien. Et ils montent la température. Et c'est un rituel religieux. Et on a assisté à ça pour des heures et des heures. Et c'était magnifique. Et c'est la seule fois où j'ai visité un pays parce qu'on a pris l'habitude de vivre ailleurs tous les hivers pour pas voyager, mais pour vivre. Mais ça, en Amérique, c'est la seule fois que j'ai fait ça et j'ai tiré un livre de l'expérience. C'était... mais j'ai oublié le titre de ce livre. Oui, non, on n'a pas oublié les Apaches. Vous savez, il y a des légendes sur les Indiens. On dit qu'il y a le cri de guerre des Indiens qu'on voit au cinéma. Il n'existe absolument pas. Il y a beaucoup d'Indiens beaucoup de tribus indiennes très différentes. Et toutes les légendes sur les cris de guerre, sur les onomatopées, ça n'a jamais existé. C'est pour le cinéma. Oui, ça se peut. Oui. Ouais. En tout cas, vous, c'est pas du cinéma. Il y en a eu quand même un petit peu, mais on va en parler tout à l'heure, à travers une autre date importante, le 5 juin 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Robert Little.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Robert Little, romancier américain installé en France. Aujourd'hui, je crois que vous vivez en Normandie. Alors, il y a ce roman Koba, et puis il y a des événements qui se sont passés le 5 juin 2003. Alors, c'est un événement, c'est une émission de télévision. Peut-être que le générique vous dira quelque chose. L'émission Campus de Guillaume Durand. C'est le magazine de l'écrit sur France 2. C'est le thème, les journalistes et le pouvoir. Et d'après les archives, c'est votre première télé en France. J'ai aucun souvenir de ça. Il y a Philippe Gian. Vous êtes là dans cette émission. Il y a Christine O'Krent qui parle de la biographie de Françoise Giroud, parce qu'à l'époque, on avait découvert qu'elle avait parlé dans un livre Le Bon Plaisir de Mazarine, la fille de François Mitterrand. Et vous êtes là pour parler de ce livre, pour évoquer l'histoire de la guerre froide, de 50 à 55, à travers les destins croisés de personnages du KGB et de la CIA. Donc un livre très important, qui est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et c'est dans cette émission que vous lancez ce livre. Vous en souvenez pas? Non, pas du tout. J'ai vu les images, vous êtes tranquillement installé. Et c'est vrai que ce livre, en 2003, ça a été important pour vous. Qu'est-ce que c'était le titre? Vous le savez, puisque c'est le titre, c'était c'est devenu ensuite une mini-série à la télévision. Ah, ça est devenu une mini-série. Oui. Ah oui. Et oui, et ça a été un des plus gros succès de la télévision américaine, 6 mini-épisodes avec Ridley Scott et son frère. Et ça a été votre plus gros succès. Oui, c'était un bon succès. Oui, le premier, c'était très très bien écrit par un écrivain à Los Angeles qui est devenu un ami depuis, et c'était très crédible. L'épisode, c'était The Company. Le titre était The Company. En français, La Compagnie. Oui. Et The Company en américain. Vous avez écrit ce livre en anglais. Oui. Et ce livre a été un immense succès en France, parce qu'encore une fois, la CIA, c'était quelque chose de très important qui faisait rêver. Oui, l'épisode qu'ils ont filmé en Budapest, et c'était l'invasion soviétique de Budapest. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé ça sur la télé comme tout le monde, et j'étais très ému parce que c'était tellement bien fait qu'on avait l'impression de revivre cet événement tellement tragique. C'est quand les Hongrois étaient vendus par les Américains qui n'a pas du tout les aidés. Et les Russes sont venus en force et écraser la résistance. Oui, parce qu'il faut savoir donc que ce livre, qui est un immense succès, La Compagnie, Robert Little, c'est l'histoire de la guerre froide de 50 à 95, donc une longue période, sur laquelle vous êtes tellement documenté que certains ont cru, y compris le patron de la CIA, que vous étiez un agent de la CIA. Non, le patron n'a jamais pensé. Il l'a dit à votre frère. Non, c'est mon frère qui un jour se trouve... mon frère qui travaillait dans une université dans l'État de New York, et il trouvait dans la voiture avec le patron de la CIA, et mon frère pensait que j'étais un membre de la CIA, et il a demandé à le patron de la CIA, est-ce vrai que mon frère travaillait chez vous? Et le patron a été furieux avec mon frère, et je crois qu'il a répondu, premièrement, je ne sais pas, et deuxièmement, si je savais, je ne dis pas. Oui, alors justement, pour faire ce roman et cette mini-série qui a fait le tour du monde, La Compagnie, il a fallu une énorme documentation. Oui. Et comment vous avez fait? Parce que c'était un projet qui m'a duré 4 ans. J'ai passé les premiers 2 ans pour simplement faire la recherche, de lire tous les livres. Je suis allé à Budapest avec mon fils, Jesse, qui est le peintre qui a fait la couverture de Koba devant vos yeux là. Et on a interviewé à Budapest un homme qui a participé dans le soulèvement contre les Russes, et un deuxième qui était un expert militaire qui m'a expliqué beaucoup de choses qui a passé. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour 2 ans. Et les derniers 2 ans, j'ai écrit, et ça m'a pris 2 ans d'écriture. Mais l'histoire qui est un peu drôle, c'est que l'éditeur à New York a demandé un grand livre. J'ai signé un contrat et il m'a demandé un grand livre de 300 000 mots. Et j'étais un peu affolé de l'idée d'écrire
300 000 mots. C'était trop grand pour moi. Et mon agent littéraire, qui était un grand ami, m'a dit, Bob, signe le contrat. S'il aime le livre, il ne va pas compter les mots. Et c'est ça qui est arrivé. Et c'est arrivé. Et dans ce livre, vous évoquez aussi un épisode qui a été important dans l'actualité, la baie de Cochon, où vraiment le monde a failli basculer. Et là aussi, vous êtes renseigné très précisément, Robert Little. Oui, en 61. Il y a beaucoup de choses écrites sur le Bay of Pigs. Et ce qui était fascinant, c'est le fait que, en fait, c'était la faute de Kennedy lui-même, parce que quand il est devenu président, il a hérité le taxe sur le Bay of Pigs. Ça démarrait sur Eisenhower avant lui. Et Kennedy n'avait pas l'autorité pour annuler quelque chose que le président avant lui, qui était un grand général, a démarré. Donc, mais il a insisté que l'invasion, le lieu d'invasion, c'est plus dans les cartes. L'original, c'était une ville quelque part, et là, il a insisté de changer le cible. Et d'où vient le Bay of Pigs? C'est un baie où c'est nulle part ailleurs. La baie de Cochon, oui. Et la baie de Cochon est nulle part ailleurs. Et Castro n'avait pas beaucoup de difficultés d'écraser l'attentat là. Oui, donc, et ça a été un épisode de l'histoire que vous racontez dans ce livre. Alors, ce livre, donc, est devenu une mini-série réalisée par Michael Salomon, qui était un spécialiste des séries cultes à la télévision, Alias, Rome, Le Fugitif. Il avait vraiment tout fait et il a réalisé ce film. Vous auriez dû écrire le scénario, vous l'avez pas fait. Non, mais j'ai aucune idée de ça. Personne m'a demandé quoi que ce soit. Vous préférez écrire des livres. Et alors, de loin. Donc, vos livres ont du succès dans le monde entier. Vous devenez le spécialiste de la guerre froide et vous allez le démontrer encore une fois avec un livre qui ensuite va faire des émules. C'est Philby, un étudiant de Cambridge devenu un agent soviétique. Oui. Ça, c'est une histoire incroyable, une histoire que l'on connaît, mais dont vous vous êtes emparé, Robert Little. Philby m'a passionné depuis toujours. Je crois, si on regarde au-dessus de nos épaules à la guerre froide et tout ce qui est passé entre les Russes et l'Amérique, le CIA, le KGB, Philby est le caractère le plus intéressant. Pour raconter brièvement, Philby était sorti de Cambridge. Il était un communiste quand il était étudiant à Cambridge. Parce qu'il était upper class, il avait de bonnes cravates, il était embauché par le MI6, le Secret Service britannique, oui. Et il a tellement bien fait pour eux qu'il a monté en grade et monté en importance. Et finalement, à la fin de la guerre, le MI6 a décidé de mettre Philby comme patron de la nouvelle unit qui est censé de cibler l'Union soviétique. Alors là, on trouve dans une situation tellement farfelue, ça veut dire le chef en Angleterre, qui est dans le chef de la unit contre l'Union soviétique, était un espion soviétique. Fabuleux. Qui peut imaginer ça? Ça a été, et John le Carré s'en est servi, puisqu'il a un fait... grand écrivain, John le Carré. Qui a fait l'espion qui venait du froid, oui. qui est aussi inspiré de l'histoire de Philby. Et je ne sais pas si vous le savez, Robert Little, un jour il est à Moscou, Philby était là, on a voulu lui présenter, il a refusé de rencontrer Philby. Non, je connais pas ça. Ah, il a refusé dans une soirée donnée par l'Union des écrivains, et Graham Greene avait rencontré Philby, mais John le Carré a refusé. Il y a un autre détail sur Philby, c'est que les Russes, quand Philby finalement, quand il était presque capturé, démasqué, et au dernier moment, il était à Beyrouth, il a pris un bateau soviétique et il a échappé à Moscou. Donc, il passait le reste de sa vie jusqu'à sa mort à Moscou. Mais les Russes, importants, le chef de la KGB et les autres autour, a toujours pensé que Philby était un triple agent, un agent triple. Et la raison, c'est très intéressant parce qu'un jour, ils ont demandé à Philby, donne-nous le nom de les agents britanniques en Union soviétique. Et Philby, qui avait accès à cette information, a répondu à les Russes, nous n'avons pas les agents britanniques
en Union soviétique. Mais à la même époque, l'Union soviétique a exécuté pas mal de gens parce qu'ils étaient agents britanniques dans l'Union soviétique. Et donc, cette complexité a joué à tel point que Andropov, qui était le chef de la KGB, a toujours pensé que le pauvre Philby était un agent triple. Il n'a jamais eu confiance. Et Philby a jamais mis un pied dans le Lubyanka, le citadelle de la KGB. Il n'a jamais permis d'entrer le bâtiment. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire, et effectivement, beaucoup d'auteurs s'en sont emparés depuis. C'est un espion qui a marqué. Et puis un jour, vous avez voulu rendre hommage à Raymond Chandler, le plus grand auteur de romans policiers, avec un livre qui était une sorte de détective privé, comme Philippe Marlowe. Et là aussi, ça a touché beaucoup de lecteurs, Robert Little. Oui, Chandler est un héros à tous les écrivains américains, je crois, parce que c'est pas parce qu'il écrit des histoires de crimes ou de genre de crimes. C'est parce que c'est un grand écrivain. Si vous lisez Chandler, vous tombez sur quelqu'un qui a maîtrisé la langue, qui est toujours le grand combat pour un écrivain. Donc, j'ai pas résisté une fois de payer mon petit hommage à Chandler et d'essayer d'écrire dans l'esprit de Chandler un roman noir. Ça s'appelle roman noir. C'est ça. Il s'appelait Une belle saloperie. Et oui, Belle Saloperie, exactement. Le détective s'appelait, il y avait un nom assez particulier, puisqu'il s'appelait Gunn, parce qu'il y a beaucoup de fusils aux États-Unis, et le prénom, c'était un clin d'œil, Lemuel, au voyage de Gulliver, je crois. Tout à fait. Lemuel Gunn. Ah oui, c'est exactement ça. Et pourquoi les voyages de Gulliver vous ont fasciné? Absolument, mais je pensais que c'était d'entrer dans le monde de Lemuel Gunn, le détective dans ce livre. C'est aussi d'entrer dans l'autre monde comme ça. Et on cherche quelque chose qui donne plus de profondeur à un livre. Et c'était mon déclic de faire comme ça. Lemuel me fait penser de le vrai Lemuel. Oui, et en plus, Raymond Chandler est quelqu'un qui ne travaillait pas pour l'argent, pour la gloire, qui avait vraiment la passion du roman policier. Et aujourd'hui, les amateurs de romans policiers le reconnaissent comme un maître. Ah, tout à fait. Il est un maître. En tout cas, vous êtes un maître aussi dans l'écriture de vos livres qui ont un succès international. On va en reparler dans quelques instants à travers une date très récente, le 14 mai 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Robert Little. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Robert Little. Alors, à la vingtaine de romans qui sont des succès internationaux, vous en ajoutez un, Koba, qui sort chez Baker Street, donc qui est sorti le 14 mai 2019. Koba, c'est un roman un peu particulier, puisque le héros est un enfant, il va se retrouver face à un personnage qui ressemble très fort à un personnage de l'histoire russe. Oui. Koba, peut-être je commence à expliquer le nom Koba. Koba, c'était un brigand qui braquait les banques, qui extorquait les riches, qui tuait ses ennemis, qui complotait contre les officiels de tsar avant la révolution bolchevique en Géorgie. C'était un homme né en Gorée en 1878. Et il a pris le nom de guerre de Koba. Ce qui est très révélateur pour moi, c'est d'où vient et pourquoi il a pris le nom Koba. Oui. L'original Koba, c'est un héros en Géorgie, dans un roman très très bien connu en Géorgie, et c'est quelqu'un qui est une espèce de Robin de Bois. Et la raison pour laquelle je dis c'est révélateur, c'est parce qu'on voit par le fait qu'il a pris cet nom-là, que Koba avait une ambition d'être plus que juste un simple brigand. Éventuellement, il a été arrêté 6 fois, envoyé en Sibérie 6 fois. Il a échappé 6 fois. Chaque fois, il est revenu et il envoie les valises bourrées de roubles à un autre exil
bolchevique en Europe avec le nom de guerre de Lénine. Et cette Koba-là, éventuellement, a changé son nom de guerre. Il a pris un autre nom de guerre. Et c'est le deuxième nom de guerre qu'il a dirigé le pays entre la mort de Lénine et son propre mort en 1953. Et c'est le deuxième nom de guerre que le monde connaît aujourd'hui, c'est Staline. Joseph Staline. Il faut savoir que Koba aussi, dans un feuilleton français de Louis Vell et Frédéric Hébrard de 72, La Demoiselle d'Avignon, la princesse s'appelait Koba. C'est drôle, hein. Ça n'a rien à voir. Donc, vous imaginez, vous, un enfant qui va rencontrer un vieux monsieur qui n'est autre que Joseph Staline. Oui, c'était une solution d'un défi. En fait, quand j'ai commencé, je me suis posé un défi. Comment je vais sortir un caractère qui est un brute, qui est un monstre, dans une façon où le lecteur peut le trouver humain, un côté humain, parce que personne n'est né brute. On devient brute, on devient monstre. Et mon solution, c'était de voir le vieil homme à travers les yeux d'un garçon de 10 ans et demi qui s'appelle Léon. Comme Léon Trotsky, oui. Et comme mon père oui. Était un Léon. Et un jeune garçon qui est turbulent, qui est précoce, mais qui est innocent. Et il dit ce qu'il pense. Et il se trouve devant un vieil homme et il ne sait pas qui est. Et la raison pour laquelle il ne reconnaît pas, c'est parce que il y a des portraits de Staline partout, les grands portraits sur le côté de Goum, le grand surface en face de le Kremlin. Il y a des portraits dans les écoles, dans le journal. Mais le vieil homme ne ressemble pas du tout. Il est méconnaissable. Il était un vieil homme. Et à un certain moment, le vieil homme explique à le garçon, parce que le vieil homme parle de Staline, il dit qu'il est un assistant de tsar, qu'il aide Staline à diriger le pays. Et il dit à un certain moment à le jeune homme, à propos de le portrait de Staline, Staline a pris l'âge, mais les portraits de Staline n'ont pas pris l'âge. Alors pourquoi justement faire ce qu'on appelle une biographie autorisée de Staline aujourd'hui? On sait beaucoup de choses sur lui et on sait qu'il a tué 20 millions de personnes indirectement. Et vous dites dans ce livre que finalement, il y a le côté méchant, il y a le côté mauvais, il y a le côté bon, il y a le côté humain, et que finalement il s'est peut-être pas toujours rendu compte de ce qu'il a fait. Quand on commence un livre, je crois que tous les écrivains font la même chose. Peut-être au début, pour moi, Staline était un monstre. Et quand j'ai fini le livre, Staline était un monstre. Mais pendant le livre, mon objet, c'était pas d'avoir un jugement, mais de comprendre qui est l'homme, le personnage de Staline, qui m'a passionné depuis toujours. Pourquoi? Dans le 20e, la première moitié de le 20e siècle, il y avait deux monstres, Hitler et Staline. Et c'est très intéressant, j'ai beaucoup lu sur Staline, et c'est très intéressant de savoir d'où ils viennent. Comment un gangster dans Georgie qui braquait les banques, comment il est devenu dans l'entourage de Lénine, comment après ça, il a éliminé un après l'autre de concurrence, Bukharin, Zinoviev, Kamenev, Radek, Trotsky assassiné en 1939, comment pour diriger le pays. C'est fabuleux comme histoire. Donc, ça m'a toujours passionné parce qu'au début, il avait ce côté humain. Je crois qu'il a perdu l'humanité, le peu d'humanité qu'il avait en 1932 avec le suicide de sa femme. Il y a toute une histoire, Staline avant le suicide de sa femme et Staline après le suicide de sa femme en 1932. Alors, dans ce livre, votre héros, qui est un enfant, joue aux échecs avec Staline. Oui. Et d'ailleurs, il gagne parce qu'il est un surdoué des échecs. Et donc, sur la couverture, il y a un jeu d'échecs. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que vous faites ça, Robert Little. Je suis un joueur d'échecs moi-même. Oui. et j'ai toujours adoré jouer à échecs parce que quand je joue contre quelqu'un, si je m'assois à côté de quelqu'un et je joue à échecs avec, sans connaître la personne, je peux voir la personnalité dans la façon dans laquelle il joue à échecs. Et je me vois moi-même dans mon façon de jouer à échecs.
Alors, je me suis un peu renseigné. Le premier problème d'échec a été composé par le calife de Bagdad, Mutsalim Billah, vers 840 après Jésus-Christ. Les premières collections européennes de problèmes d'échec est copiée au monastère anglais de Abbotsbury et à l'abbaye Cerne vers 1250. Wow. Ça remonte loin, le jeu d'échecs, finalement. Oui, bien sûr. Oui. Et cette couverture, c'est votre fils qui l'a réalisée. Oui. Mon fils est un peintre. Et il habite à Prague et son portrait de Staline est magnifique sur la couverture. Puis vous avez un autre fils qu'on connaît bien, Jonathan Little. Il a eu le prix Goncourt en 2006 avec un livre de 1000 pages qui avait surpris tout le monde. Et on a raconté à l'époque que vous l'auriez aidé alors que vraiment, lui écrit en français et vous en anglais. Oui. Le livre s'appelle Bienveillant. Bienveillant, oui. Et dans ma famille, le pleasantry de ma famille, parce que vous pouvez absolument voir que je parle français à peine, mais je ne peux pas lire français, c'est trop difficile pour moi. Et dans ma famille, le pleasantry, c'est que Jonathan a écrit son livre en français pour embêter son père. Mais ce n'est pas la raison de tout. C'est parce qu'il a été élevé en France. Et ses références littéraires sont tout français, Beckett et compagnie. Et il est confortable en anglais et français, mais il est pour le côté littéraire, il est plus confortable en français. Oui, mais quand on est soi-même un auteur à succès et qu'on découvre que son fils reçoit le prix Goncourt, ça doit être un bon moment, Robert Little. Non, pour dire la vérité, ni mon fils ni moi était, qu'est-ce que c'est le mot, étouffé? Non, oui, vous n'avez pas pris la grosse tête avec ça. Non, parce que ce qui est important, c'est pas les prix qui sont une autre chose, une autre dimension. Ce qui est important, c'est le livre. Et si je suis un père fier, c'est parce que le livre est superbe. Et parce que mes deux garçons sont des êtres moraux et éthiques et ils vivent leur vie indépendant. Et ce il fait tous les deux, fait très bien. Mais le prix n'entre pas vraiment dans le formule. Alors, vous n'avez pas eu de prix Goncourt, vous avez eu d'autres prix. Et dans ce livre, Koba, il y a une chose étonnante, c'est que beaucoup est écrit sous forme de dialogue, ce qui est assez rare dans un roman, Robert Little. Oui. Entre Léon et Staline. Oui, c'est le parti pris de l'écrivain qui veut montrer le garçon en train de parler avec cette vieille homme qu'il ne reconnaît pas, en fait, jusqu'à la fin de le livre. Et de sortir les choses. Et il faut ajouter à ça que le vieil homme apprécie le fait que le jeune homme ne sait pas qui il est. Et du coup, il est pas menacé par le jeune homme. Il dit ça dans le livre. Il dit que tout le monde veut prendre sa place. Et donc, il a assassiné ou éliminé tout le monde. Mais le jeune homme il voit pas comme une menace. Il voit que le jeune homme ne veut pas prendre sa place. Il a confiance en le jeune homme. Et c'est intéressant que vous soulevez ça, parce que c'est une tristesse. Un vieil homme qui n'a rien à côté de lui, sauf un jeune homme avec qui il peut parler, c'est très triste. Il est seul à la fin de sa vie. Il est isolé. Alors, vous évoquez aussi Staline parce que il y a eu un ennemi de Staline qui est cher à votre cœur, c'est un poète Ossip Mandelstam, oui. qui est mort au goulag. Et ça, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, surtout depuis le jour où vous avez rencontré sa femme, je crois. Oui, absolument. C'était un grand moment, un grand honneur de ma vie. On était à Moscou un an avant sa mort, 1979. À Moscou. À Moscou. Et j'ai téléphoné, j'ai eu le numéro de téléphone, parce qu'elle a vécu après la mort de son mari. C'était un poète qui s'opposait à Staline. Absolument. Il a écrit le fameux épigramme dans lequel il ouvertement insultait Staline, que personne n'osait faire. Et il appelait Staline l'assassin de paysans et surtout un ossète, qui le tribut de Georgie. Et Staline a toujours
Il était aussi sur le côté de sa mère, mais il a toujours voulu supprimer ces références. Et le poète a payé avec sa vie pour ce poème. Mais sa femme, Nadejda, il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui sont fascinantes. Mandelstam a demandé de sa femme de mémoriser chaque poème, le jour, la nuit qu'il écrit. Et si les poèmes de Asif Mandelstam existent dans le monde entier aujourd'hui, l'œuvre de Mandelstam, c'est grâce à Nadejda, parce qu'elle avait tous ces poèmes dans sa tête. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il a fait ça pour donner une raison à sa femme de survie. C'était une idée que j'ai. Et vous l'avez rencontré, vous êtes arrivé avec une boîte de chocolat, je crois, oui. Robert Little. Oui. Et surtout, à la fin, en vous accompagnant, elle vous a dit quelque chose qui vous a marqué. Oui, j'ai passé une heure et demie avec cette très vieille dame qui est finalement rentrée à Moscou après des années de vie comme une gitane, d'échapper le KGB tout le temps. Elle a travaillé comme femme de ménage et beaucoup de choses. Et j'étais tellement ému d'être dans la présence de cette femme que, pour dire la vérité, je ne me souviens pas d'une seule chose qu'elle m'a dit dans une heure et demie. J'ai aucun souvenir. Mais, à un certain moment, on a pensé, par discrétion, de partir. Et là, je me souviens, elle a mis son main sur le portail et elle a dit en anglais, parce qu'elle parlait anglais très, très bien, elle a dit en anglais, « Don't speak English in the hallway ». Ne parle pas anglais dans le couloir. Et avec ces mots, j'ai vu toute sa vie passer devant mes yeux parce que c'était plus vrai. Le temps a changé. Mais dans les années 20 et dans les années 30, si vous avez quelqu'un d'extérieur et chaque étage de chaque bâtiment avait une personne qui... Un espion, oui. Il y a un mot... Dénonciateur, oui. Oui, dans un dénonciateur. Ouais. Vous avez beaucoup de problèmes, vraiment des problèmes de prison ou pire. Et donc, j'ai vu tout ça dans cette seule phrase qu'elle m'a dit, mais après ça, cette phrase a resté dans mon cœur pour 30 ans. Ça m'a pris 30 ans d'écrire ce livre sur Mandelstam. Et ce livre sur Staline, cette biographie autorisée, Koba, c'est allé beaucoup plus vite. En tout cas, c'est sorti chez Baker Street. Merci Robert Little d'avoir participé à ces clés d'une vie et d'avoir raconté ce parcours international. Et vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio, puisqu'ici nous parlons vrai comme vous. Merci d'avoir m'invité. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.